Donc, on va passer à la première partie qui est le contexte. Donc, quand on parle de télétravail, il faut savoir de quoi on parle. C'est une notion qui est apparue depuis longtemps, qui est abordée, qui a été cadrée depuis un certain temps, comme nous montre finalement la frise chronologique sur la diapo. C'est-à-dire qu'en 2002, il y a déjà eu un accord cadre européen. Il y a eu des évolutions, ainsi de suite. En 2005, l'accord national interprofessionnel. Après, en 2012, au niveau du code de travail, ça a été un peu plus cadré au niveau de la France. Et en 2015, une annonce au niveau du plan national de déploiement du télétravail pour être effectif en 2016. Au niveau finalement, ce qui explique le télétravail par rapport à l'accord national, par exemple interprofessionnel de 2005, le télétravail finalement correspond à une forme d'organisation et ou de réalisation du travail utilisant des technologies de l'information dans le cadre d'un contrat de travail et dans lequel un travail qui aurait pu être réalisé dans les locaux de l'employeur sont finalement effectués en dehors de ces locaux et de manière régulière. C'est des notions qui sont assez importantes qu'il faut retenir, c'est que c'est une forme d'organisation utilisant des technologies d'information cadré par un contrat de travail et qui se fait de manière régulière. C'est vrai que parfois on peut avoir à faire appel à ce qu'on va appeler télétravail, mais qui finalement ne l'est pas dans le cadre réglementaire. C'est par exemple dans le cadre de grève ou de choses comme ça, où l'employeur accorde le télétravail pour justement faciliter la continuité de l'activité. En France, le télétravail est encadré et inscrit dans le code du travail, notamment par les articles L 1222-9 jusqu'à -11. Effectivement, on parle beaucoup de télétravail, ça a été beaucoup abordé ces derniers temps du fait de la crise sanitaire que nous avons traversée. Beaucoup de personnes ont découvert ce mode de travail au cours du confinement que nous avons vécu. Mais il faut savoir que beaucoup, ce télétravail, c'était pas un télétravail finalement encadré, mais qui a plus été subi. C'est très dur, avant le confinement, de savoir quelle était la part de télétravailleurs en France. On peut trouver des chiffres variables en fonction des différentes sources. Il peut varier entre 8 et 18%. Il faut savoir que le taux moyen en matière de télétravail affiché au niveau de l'Europe est d'environ 20%, voire 30 à 35% dans les pays nordiques. Pourquoi il y a un tel décalage finalement au niveau des chiffres? C'est que finalement, parfois des personnes vont dire qu'ils sont au télétravail, mais que c'est de façon très irrégulière. Du coup, on voit bien qu'on n'est pas forcément dans le cadre du télétravail, comme évoqué dans la définition de l'ANI. Comme vous pouvez le voir sur la source IFOP, par exemple, qui a été réalisée en 2008, on trouvait un taux de 25%, mais des personnes disaient qu'ils réalisaient que 6% qui le faisaient de façon officielle et contractualisée. 4% le faisaient régulièrement, mais non contractualisé, et 15% de manière très occasionnelle. Faut savoir que finalement, au niveau de la population active en France, on compte environ 27,2 millions de personnes actives. Lors de la situation sanitaire qui a été traversée, il y a eu 12 millions de personnes, de salariés qui finalement ont été mis à l'arrêt au début du confinement, 14 qui ont continué le travail, dont 7 qui se rendaient sur le lieu de travail, 7 millions. Donc il restait finalement quasi 8 millions qui ont été effectués en télétravail de façon totale ou partielle. Donc on peut se rendre compte que forcément, beaucoup de personnes ont découvert le télétravail à ce moment-là. Ça fait à peu près 30% des salariés français qui ont été mis en télétravail lors du confinement. Et sur ces 30%, il faut savoir que 71% ont découvert ce mode de travail pendant la crise. Ce qu'il faut bien expliquer aussi à ces personnes-là, c'est que finalement, le télétravail qu'ils ont rencontré n'est pas le télétravail que l'on peut rencontrer de façon classique pour les personnes qui avaient habitude de faire le télétravail et pour lesquelles ça avait été contractualisé. La période de télétravail, finalement, durant la période de confinement, ça a été différent parce que ça a été mis en place de façon dans l'urgence. Donc, l'ensemble des conditions nécessaires à réaliser correctement son activité ne pouvaient pas être présentes. Durant cette période, l'organisation qui a été mise en place finalement était un peu imposée, c'est-à-dire que c'est une décision qui a été mise en place très rapidement sans préavis, alors que dans le cadre du télétravail, logiquement, c'est quelque chose qui doit être sur la base du volontariat. Ensuite, on a été directement mis en temps plein sur une période régulière, sans période régulière de retour au bureau. Pour beaucoup qui réalisent le télétravail, il faut savoir que c'est rarement 100% du temps qui est en télétravail. On est plus sur un cycle de 2 jours télétravail, 3 jours bureau, 3 jours télétravail, 2 jours bureau. Ensuite, du coup, c'était automatiquement à domicile. On verra par la suite que quand on parle de télétravail ou de travail à distance, il y a plusieurs modes de travail qui peuvent être mis en place.
Donc là, c'était sans possibilité, par exemple, d'avoir accès à des espaces tels que des coworking. Et ben, dans un environnement qui était également plus difficile, puisque c'était un environnement familial pour la plupart, avec des conjoints qui étaient également en télétravail, la présence des enfants où on devait faire un suivi de cours à distance. Donc forcément, toutes les conditions pour réaliser correctement un télétravail classique n'étaient pas réunies. C'est pour ça qu'il faut bien préciser que durant cette période, on était vraiment sur un télétravail qu'on peut qualifier de subi, contrairement à un télétravail qui est choisi en temps normal. C'est pour ça que finalement, on peut voir que lors du télétravail sur cette période-là, il y a pu avoir des impacts qui ont pu être négatifs pour les salariés ou d'autres à l'inverse qui ont trouvé ça plutôt positif. Mais c'est vraiment quelque chose sur lesquels maintenant, quand on a un peu plus de souplesse, sur lesquels il faut travailler. Il faut savoir qu'il y a eu une enquête durant cette période de l'ANAC qui a été mise en place qui montrait qu'un tiers des salariés finalement disaient bénéficier d'un environnement de travail inadapté. Donc c'est quand même important sur le nombre de personnes. Et 45% ont eu le sentiment de travailler plus, dont 19% beaucoup plus, ce qui n'est pas négligeable, et qui va amener finalement un peu, qui commence à amener le risque quand on met en place le télétravail, l'un des risques qui peut avoir apparaître. Et 36%, eux, ont eu le sentiment de travailler moins. Donc on peut voir que le télétravail, c'est pas forcément quelque chose de naturel, de simple, et que finalement, ça doit être une organisation qui doit se discuter et se construire collectivement. Il faut bien avoir en tête ça. Les avantages, finalement, quand on met en place pour une entreprise le télétravail, on peut voir deux découpages qui peuvent s'apparaître. Ça va être finalement l'intérêt au niveau du salarié, mais également de l'entreprise. Au niveau du salarié, effectivement, il va trouver de la mobilité, de la flexibilité, un gain de temps, notamment pour les transports. Il y a beaucoup de personnes qui vont passer beaucoup de temps dans les transports, une demi-heure, trois quarts d'heure, voire plus. Du coup, sur une journée, ça c'est à l'aller, donc au retour c'est la même chose, c'est 1h30. Ça c'est du temps qui peut être utilisé autrement quand on est finalement en télétravail. Donc c'est un intérêt non négligeable. On retrouve un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, une meilleure peut-être gestion du temps et du rythme de travail, un environnement qui peut être calme quand on est en télétravail classique, non subi, c'est-à-dire qu'effectivement on a peut-être moins d'interruptions de tâches que lorsqu'on est dans des espaces partagés. Effectivement, l'environnement plus calme qui permet une prise de recul et une diminution du stress. Stress que ce soit le fait du travail ou également de la circulation pour aller à l'entreprise. Pour l'entreprise, les intérêts que ça peut avoir, c'est un meilleur engagement de la part des salariés. Effectivement, comme ils y voient un bénéfice, ils sont un peu entre guillemets reconnaissants par rapport à tout ça. Une amélioration de son impact de responsabilité sociétale et environnementale, un gain de productivité et une baisse de l'absentéisme, des conséquences d'aléas extérieurs moins prégnants, effectivement, en cas de grève, d'aléas climatiques ou des choses comme ça, et une continuité d'activité, on évite de perdre du temps en ce moment-là. Et puis également, une amélioration de l'image et de la marque de l'employeur. Il faut savoir, selon une étude de Malakoff-Médéric, 74% des télétravailleurs déclarent que le travail à distance permet une meilleure qualité du sommeil également. 87%, comme je vous l'ai dit, trouvent un meilleur équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Et effectivement, le télétravail permet parfois de faire des économies. 83% l'évoquent, notamment en termes de tout ce qui est transport ou repas, etc. En général, finalement, le gain que l'on peut gagner pour les transports, ça a été estimé à presque 37 minutes par jour, sur lesquels on peut répartir effectivement sur du temps personnel pour le salarié. Par contre, outre les avantages, on peut également trouver des inconvénients. Si le télétravail n'est pas forcément bien étudié et mis en place, pour le salarié ou le manager, ça peut être des contraintes posturales. Effectivement, on le verra sur la présentation, que c'est important lorsque l'on met en place le télétravail de fournir un environnement de travail pour son salarié qui limite quand même les contraintes. L'idée, c'est que, effectivement, même si on voit un intérêt à court terme, il ne faudrait pas que sur le long terme, ça amène un impact fort. Il suffit de voir la période de confinement. Beaucoup de salariés qui ont beaucoup travaillé, par exemple, chez eux, qui n'avaient pas forcément l'installation, ont commencé finalement à avoir des problématiques au niveau des cervicales ou des membres supérieurs. Donc vraiment faire attention à ça. L'autre risque limite finalement au télétravail, ça peut être un risque d'isolement et de perte de lien social, un risque d'hyperconnexion au travail. C'est là où je dis que finalement les uns des avantages peut aussi parfois devenir des inconvénients. Effectivement, on peut arriver à distinguer la vie personnelle et professionnelle, mais à l'inverse, parfois cette frontière disparaît avec le risque finalement d'hyperconnexion au travail.
une diminution de la cohésion des équipes. C'est vrai que si on fait des roulements dans les équipes en télétravail, à un moment donné, ils peuvent ne plus se croiser, on peut ne plus avoir de lien finalement. Et ça, on sait qu'en termes de prévention des risques professionnels, le collectif de travail joue un rôle majeur. Le mode de travail qui ne convient pas à tous, effectivement, tout le monde n'est pas à même à faire du télétravail. Il faut quand même certaines appétences pour ce mode de travail. Pardon. Une nécessité pour le manager de revoir son mode de management. Effectivement, quand on est à distance, on n'a pas forcément les mêmes repères que l'on pouvait avoir quand on a son équipe à proximité. Donc c'est là à retravailler différemment finalement, à aborder plus un management par objectif, sur lequel on reviendra un peu plus tard. Ça peut être également des solutions internes accrues, une multiplication des contacts numériques. C'est vrai que quand on travaille à distance, certaines personnes vont peut-être avoir tendance à faire beaucoup plus de mails, à dire voilà, à évoquer beaucoup plus leur travail, pour finalement bien montrer qu'ils sont au travail même en étant non présents. Donc c'est pour ça qu'il faut faire attention sur les moyens de communication et comment ils sont utilisés. Pour l'entreprise, ça peut être une disparition de la culture d'entreprise. Effectivement, si on est de plus en plus en télétravail, on peut perdre finalement son sentiment d'appartenance. Ça peut être également un risque d'incompréhension. Effectivement, les modes de communication étant différents, il peut y avoir par un moment donné certains messages qui ne passent pas, alors qu'ils passeraient très bien si on était les mêmes propos, mais en face à face. D'où ça peut amener des risques de conflit et également des risques de risque également quand on met en place le télétravail. Il faut s'assurer de la confidentialité, de la sécurité informatique, tous ces enjeux qui mènent là. Donc vraiment, le risque finalement, lorsqu'on va mettre en télétravail, ça va être le risque d'isolement, d'hyperconnexion, des troubles musculo-squelettiques, les éléments comme ça. Donc finalement, comme je vous ai dit tout à l'heure par rapport au travail à distance, quand on parle de télétravail, c'est bien du travail à distance, mais il y a beaucoup de formes de travail à distance qui peuvent être mis en place. C'est vrai que là, on avait plus tendance à parler, parce que c'est la sortie du confinement, à se dire le télétravail, c'est le travail chez soi. Alors qu'il y a d'autres formes finalement de télétravail, de travail à distance. Alors, il y a le home office, effectivement, où le collaborateur va travailler depuis son domicile, de façon partielle ou permanente. Il peut y avoir le coworking. Là, le collaborateur va exercer son activité finalement dans un espace partagé avec des équipes proches de lui et qui peuvent être d'autres entreprises. Finalement, on va mutualiser certains outils ou espaces, mais finalement, on va toujours être présent. Il y a le nomadisme, où le collaborateur n'a pas du tout lieu de travail fixe. C'est parfois le cas de certains commerciaux. Le travail délocalisé, où finalement, là, le collaborateur effectue des missions, mais chez un client de l'employeur, devient plus finalement le prestataire. Et il y a effectivement des personnes qui sont le travail multisite où le collaborateur partage leur activité sur plusieurs sites de façon de distance. Donc c'est pour ça qu'on va parler de type de travail à distance. La distance, on peut très bien aussi l'avoir différemment, c'est-à-dire qu'effectivement, ça peut être une distance physique, géographique, parfois ça peut être international, qui nécessite finalement vraiment une autre gestion. Ça peut être une distance linguistique, technologique ou temporelle également. Donc finalement, dans le télétravail à distance, comment on peut le classifier? Par rapport à une activité classique où on travaille non-stop chez soi, ce qui ne va pas changer finalement, ça va être le contenu du poste, ses objectifs, le temps de travail, l'évaluation qui doit être faite, les droits et devoirs du salarié et de l'employeur restent identiques. Par contre, ce qui va changer, effectivement, c'est le lieu de travail et les modes de relation. Donc là, ça va amener la deuxième partie un peu plus pratico-pratique, c'est finalement le lieu de travail, comment il doit être aménagé, et après, le mode de relation, qu'est-ce qui doit être mis en place au niveau du salarié, mais également plutôt des managers. Aménager son poste de travail. Donc, il faut savoir que l'aménagement du poste de travail, c'est vraiment quelque chose d'essentiel, parce que on sait très bien que la posture va dépendre bien souvent des équipements de travail que nous avons à disposition. Ça peut paraître tout bête, mais c'est vraiment quelque chose d'important. Et là, en l'occurrence, souvent quand on va faire du télétravail, parfois le salarié a l'impression que c'est entre guillemets un privilège, donc il n'y a pas forcément les aménagements qui sont mis en place au sein du domicile. Pourtant, c'est ce qu'il faudrait le faire. Logiquement, presque. C'est pour ça que quand j'ai construit finalement ce webinaire, je me suis dit, ce que l'on doit appliquer finalement en télétravail, c'est ce qu'on doit appliquer finalement la même chose en entreprise. Donc vous allez voir qu'il va y avoir des fortes similitudes. Alors à chaque fois, on va essayer de s'adapter, mais vraiment, on va commencer là. L'idée, finalement, on va commencer déjà par l'espace et l'environnement de travail. L'objectif, quand on est en télétravail, ça va vraiment être d'avoir une pièce dédiée au télétravail. Si on n'a pas forcément la chance d'avoir une pièce, c'est au moins d'avoir un espace, un bureau propre où on peut
disposer ses affaires de travail, les ranger, les classer. On va essayer également d'avoir que ce local soit avec un fort apport lumineux, avec une vue sur l'extérieur. Effectivement, c'est des recommandations qui sont importantes, mais comme on va sursolliciter quand on travaille sur écran son système visuel, il faut vraiment que l'environnement lumineux soit également adapté. On va éviter de travailler dans un coin un peu sombre parce que on a trouvé un petit place où mettre un plan de travail. On va éviter de positionner perpendiculaire. On va essayer de positionner l'écran perpendiculairement face aux fenêtres et surtout d'éviter d'avoir l'écran qui est face à un mur. Effectivement, quand on travaille sur écran, on sollicite sa vision de près et logiquement, il faudrait avoir une distance derrière de minimum 3 mètres, 2-3 mètres pour pouvoir avoir un relâchement du muscle qui est l'œil et pour permettre de passer à la vision de loin et ensuite relâcher la tension musculaire. Toujours pareil, veiller à ce que le local soit correctement tempéré et éviter peut-être d'avoir des machines sonores à proximité. Voilà, on est quand même au domicile, donc peut-être il peut y avoir une machine à laver, un lave-vaisselle, des choses comme ça. Logiquement, il faut vraiment essayer d'avoir un environnement le plus calme possible. Autre partie, quand on va travailler sur l'espace, mais c'est vrai que l'employeur doit aussi vraiment s'assurer du matériel informatique et du système d'information, notamment par rapport à la sécurisation des données qui sont transmises en fonction du type d'activité que l'on peut réaliser. Ensuite, on va passer au mobilier. Effectivement, on va retrouver que le mobilier, finalement, ça doit être le mobilier classique. On va retrouver un plan de travail. Il doit être d'une dimension suffisante en tenant compte finalement de la variété des tâches et de la dimension du matériel. Il peut être intéressant également d'alterner les postures. C'est vrai que certaines personnes peuvent avoir effectivement s'installer à un moment donné sur un plan de travail bas, mais peut-être qu'ils ont un bar ou des choses comme ça, un plan de travail un peu plus haut, peuvent parfois positionner, s'ils sont sur un ordinateur portable à ce niveau-là, pour finalement alterner un peu les postures. Le risque finalement dans le cadre du télétravail, c'est qu'aussi, effectivement, on est moins interrompu dans ces tâches, mais également on a tendance à être beaucoup plus sédentaire, beaucoup plus statique et de moins casser sa posture. Savoir que la posture assise, logiquement, on ne peut pas y rester non-stop sans avoir des conséquences sur le biomécanique. Donc c'est important de modifier sa posture. Éviter vraiment, dans le cadre du télétravail, de travailler sur une table basse où on va fermer vraiment l'angle du bassin ou à l'inverse également dans le canapé où on a tendance à être un peu avachi. On peut retrouver ça. On peut avoir une sensation de confort parce qu'effectivement, on a les muscles qui sont relâchés, mais sur le long terme, on risque de payer. Donc vraiment bien sensibiliser à un moment donné ses salariés à ce niveau-là. Quand on parle d'espace par rapport au plan de travail en termes de variété des tâches et de dimension du matériel, il faut aussi avoir en tête qu'il y a beaucoup de salariés qui commencent à travailler de plus en plus en double écran. Donc effectivement, il faut que ça soit adapté à l'activité. Les sièges, ils doivent répondre à un minima, comme quand on est en entreprise, ça doit être adapté à la tâche, stable, plutôt avec 5 branches, des roulettes pour pouvoir facilement se mouvoir, pivotant et pouvoir se régler au moins en hauteur et en profondeur. C'est le minimal. Ensuite, on va passer finalement aux outils bureautiques. Le premier outil bureautique que l'on va avoir, ça va être l'écran. Il doit être adapté aux besoins individuels et de l'activité. Comme je l'ai dit, il y a des personnes qui vont travailler en double écran ou certains vont avoir besoin d'un écran beaucoup plus important parce qu'ils travaillent sur des tableurs. Du coup, si l'écran est plus grand, ils vont peut-être éviter de scroller avec la souris, donc limiter un peu les risques pour les troubles musculo-squelettiques. De préférence, toujours privilégier une installation fixe et non un ordinateur portable. Voilà, à minima, si on travaille avec un ordinateur portable, il faut au moins avoir un clavier et une souris déportée pour permettre de surélever l'ordinateur portable, que l'écran soit à hauteur et qu'on évite une sollicitation au niveau des cervicales. Ensuite, on peut avoir l'étape supérieure finalement, c'est avoir en plus un écran fixe déporté. C'est plus facile, c'est moins fatigant visuellement de travailler sur un écran fixe que sur un ordinateur portable. Dans le cadre du double écran, vraiment faire attention au positionnement du double écran. Sur l'illustration, on voit bien que finalement, si j'utilise les deux écrans de la même manière, aussi bien, en termes de temps, je parle, l'un 50% et l'autre 50%, je vais vraiment les mettre les deux en face. Logiquement, la partie que j'ai en face, c'est entre les deux écrans. En limitant, il faut quasiment qu'il n'y ait pas d'espace entre les deux. Si j'en utilise un plus principalement, mettre celui-ci vraiment face à moi et l'autre avec un angle un peu plus fermé. Bien sensibiliser les opérateurs, c'est pareil, c'est avoir une profondeur au niveau du plan de travail suffisante pour que l'écran soit suffisamment éloigné, ne pas être trop proche, et de pouvoir régler la hauteur, comme je l'ai dit. Et là, c'est le risque vraiment des ordinateurs portables. Donc, il faut vraiment, quand on travaille uniquement avec un ordinateur portable, au moins avoir un clavier et une souris déportée. Le clavier, toujours le même classique, ça veut dire qu'il doit se situer au niveau, à 10-15 cm du bord du plan de travail. Avoir également sur le plan de travail un espace suffisamment important pour poser les avant-bras si on n'a pas d'accoudoir.
et la souris, toujours pareil, dans l'alignement du clavier et adapté à la main. Pensez vraiment aussi, pour limiter un peu la sollicitation biomécanique, à utiliser les raccourcis clavier pour limiter le nombre de clics. Hop là, pardon. Les autres outils bureautiques que l'on va retrouver, ça peut être également des porte-documents pour les personnes qui vont travailler beaucoup avec des documents papier, en consultant par concomitance l'écran et les documents. Vraiment mettre un porte-copie pour que finalement les documents se trouvent entre le clavier et l'écran, légèrement surélevés pour vraiment éviter une sollicitation au niveau des cervicales. Si on n'a pas envie de mettre un porte-document, on peut toujours aussi avoir la petite astuce de mettre des gros classeurs avec par exemple les gros anneaux côté écran, ce qui fait permettre d'avoir un support et de positionner les documents papier que l'on peut avoir besoin. Le téléphone, effectivement, on est chez soi, on n'a peut-être du coup personne. Privilégier vraiment l'utilisation de la fonction haut-parleur ou avoir un kit main libre pour avoir les membres supérieurs libres pour faire de la saisie lorsqu'on a beaucoup d'appels. Important également d'avoir des repose-pieds. Si on n'est pas suffisamment grand et qu'on ne touche pas suffisamment au sol, plus on va avoir un appui au sol, plus on est stable au niveau de la base, moins on va solliciter à un moment donné les lombaires. Bien entendu, si on n'a pas de repose-pied, c'est pareil, on peut trouver les solutions bis entre guillemets, puisqu'on est au domicile. Ça peut être mettre des catalogues, des ramettes de feuilles, pour justement avoir un appui quand même qui est important. Quand on met en place le télétravail, c'est bien de se dire finalement, l'opérateur, il va être souvent amené à faire des chemins entre chez lui et le bureau, mais parfois un peu plus chargé avec des dossiers, déjà l'ordinateur, peut-être d'autres documents. Donc vraiment peut-être réfléchir à une mallette de transport ou un système qui facilite et qui limite les contraintes que l'on peut rencontrer. Éviter forcément les sacs en bandolière qui va créer un déséquilibre à un moment donné au niveau de la charge et postural. Donc, si on résume vraiment, il n'y a pas de posture idéale, comme je l'ai dit. Il est primordial d'alterner les postures régulièrement et d'alterner si possible le travail sur l'écran avec d'autres tâches. C'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête. Quand on travaille seul, chez soi en télétravail, on va vraiment avoir tendance à être vraiment statique. On est moins amené à aller voir les collègues, à aller prendre des choses comme ça. Donc vraiment penser de soi-même à se changer de posture régulièrement. Sinon, un petit rappel de la posture, vraiment avoir, comme je vous ai dit, le haut de l'écran finalement au niveau de la ligne de vision pour éviter vraiment les sollicitations au niveau des cervicales. Les épaules doivent être bien détendues, le bras le long du corps, éviter vraiment toutes les éloignements. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir le clavier trop éloigné ni trop proche. Ensuite, on est bien calé dans le fond de son siège. On essaye d'avoir un espace libre à l'arrière du genou, entre l'assise et l'arrière du genou, pour éviter un point de pression et une sensation de gêne. Et on a un bon appui au niveau du sol. Effectivement, ça c'est l'idéal d'avoir un siège qui soit réglable avec un dossier qui soit réglable quand on est en télétravail. Parfois, on n'a pas toujours ça, mais les principes restent les mêmes, donc on peut soit ajuster effectivement en mettant des livres. Si on travaille avec un ordinateur portable, qu'on n'a pas d'écran fixe, c'est vraiment le mettre en hauteur avec le clavier déporté. Et également s'assurer vraiment d'avoir un confort au niveau de l'assise, donc d'avoir vraiment un appui au niveau du creux lombaire, mais également aussi une assise qui soit assez souple, pas être trop dure, trop rigide, pour éviter vraiment les contraintes à un moment donné posturales. Donc j'espère avoir été clair sur la partie biomécanique. Là, on va passer sur la partie un peu plus organisationnelle du télétravailleur. Donc n'hésitez pas, comme je vous ai dit, à me poser des questions en activant votre micro si vous le souhaitez à un moment donné ou à un autre. Donc au niveau de l'organisation du travail à distance, on va faire ça en deux parties. La partie qui va concerner un peu le télétravailleur, un peu beaucoup, et la partie qui va concerner plus le manager par la suite. Donc au niveau du télétravailleur, on a vu que l'un des risques, c'était parfois l'hyperconnexion ou la difficulté finalement de couper la différence entre le travail, le monde professionnel et le vie privée. Donc, ce qui est important, ça va être de définir un cadre de sa journée de travail, essayer de respecter un rythme de travail habituel avec les mêmes horaires, les mêmes plages. Logiquement, en plus, ces plages horaires ont dû être définies avec l'employeur lorsqu'on met en place le cadre du télétravail. Attention à ne pas augmenter le temps de travail. Il est vraiment important de bien sensibiliser sur le droit de connexion au niveau des télétravailleurs, mais surtout également veiller à ce qu'ils ne débordent pas de façon trop importante au niveau de leur activité. C'est vrai qu'on peut avoir tendance à vouloir finir un dossier ou des choses comme ça pour voilà, parce qu'on est dedans.
et on se dit, bah oui, j'ai pas le transport et choses comme ça, mais du coup, on risque d'augmenter finalement les contraintes vraiment biomécaniques. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment important de prévoir un espace dédié. Euh, Outre le fait, du coup, d'être dans des bonnes conditions, ça permet également de localiser la zone de travail et ne pas que des dossiers à un moment donné restent sur la table à manger. Et du coup, on aurait toujours un peu finalement l'esprit dans le travail. L'idée, c'est que quand je déconnecte finalement, je coupe mon poste de travail en fin de journée, je puisse ranger facilement mes dossiers si mes jours de télétravail sont consécutifs. Donc vraiment, à un moment donné, que ça soit bien cadré au sein de la structure pour vraiment avoir que ça évite un débordement au fur et à mesure. Et comme je vous l'ai dit, définir et prendre ces temps de pause, ça peut paraître bizarre, mais c'est vrai que, comme je vous le dis, le risque en télétravail, c'est vraiment d'être sédentaire, statique, et d'en oublier finalement de faire des pauses. Donc pensez vraiment à la coupure voilà, classique, c'est-à-dire que généralement, on dit que toutes les 2 heures, il faut faire des pauses au moins de 15 minutes, et vraiment de couper à ce moment-là de l'écran pour avoir un repos à un moment donné physique, mais également visuel. Et important également de respecter la coupure déjeuner. C'est vrai qu'effectivement, quand on est au bureau, qu'on voit tout le monde partir manger ou des choses comme ça, voilà, on s'y met. Quand on est chez soi, on peut perdre ces repères-là. Donc vraiment important d'avoir ces rituels qui sont vraiment importants. Le rituel aussi qu'il faut également avoir important, c'est finalement, comme je vais au travail finalement, pour bien avoir cette idée en tête, c'est de garder ces habitudes, même si je suis chez moi, de m'habiller correctement, des éléments comme ça, pour faciliter ce découpage entre vie privée et vie professionnelle. Ensuite, ce que l'on peut faire finalement pour faciliter l'organisation de travail, c'est structurer sa journée. Comme j'ai dit, sur le télétravail, c'est pas forcément évident, on n'a pas forcément les mêmes repères. Donc, c'est vraiment se fixer des objectifs à la journée ou à la semaine si on est en télétravail permanent. Se créer peut-être des to-do list en fonction des projets et des échéances. Donc, c'est vraiment toujours essayer de rester sur des objectifs atteignables au niveau de la journée, de les découper en étapes pour avoir finalement le sentiment d'accomplissement. C'est vrai que parfois, on se dit, j'ai pas avancé finalement de ma journée, j'ai pas fini ce projet-là. Mais si on découpe un peu plus finement, on voit que finalement, on a quand même progressé. Et ça, ce sentiment-là d'accomplissement, c'est quelque chose d'assez important. Réserver aussi des créneaux horaires dans l'agenda pour avancer sur des tâches de fond qui demandent plus de temps. Planifier des rendez-vous récurrents, mensuels ou hebdomadaires. Utiliser des fonctionnalités, des outils mis à disposition. Par exemple, c'est utiliser la fonctionnalité statut occupé, parce que même si on est en télétravail, je dis souvent, on est moins interrompu, mais on peut l'être beaucoup plus par voilà, des mails, des messageries instantanées. Donc à un moment donné, il faut vraiment aussi pouvoir borner à ce niveau-là pour optimiser la concentration qui est importante également au télétravail. Varier les tâches également. Et également, en fin de journée, c'est faire le bilan finalement de la to-do list et programmer la journée suivante. Quand je dis qu'il faut vraiment faire attention quand on est en télétravail sur la concentration, parce qu'on peut vite digresser, c'est vraiment quelque chose d'important. L'idée, par exemple, finalement, dans l'organisation, c'est selon vous quelle est la plus grande source de distraction. Est-ce que pour cette personne-là, ça va être le téléphone qui est posé sur la table, ses propres pensées, l'enfant qui joue dans sa chambre, l'onglet réseaux sociaux qui clignote, qui se met de façon intempestive, voilà, dès qu'on reçoit un mail, il y a la petite fenêtre pop-up qui apparaît, le chat posé sur le bureau, voilà, ça peut être autant de distractions, mais finalement, il y en a une qui est beaucoup plus importante, enfin, qui prend le pas finalement sur les autres. Donc, si vous n'avez pas la réponse, je vous la donne, c'est finalement ses propres pensées. Dans la journée quotidienne, on va souvent, à un moment donné, dévier, penser à autre chose. Donc, c'est vraiment important, à un moment donné, d'avoir cette to-do list pour suivre l'avancement, d'éviter d'avoir quand même des éléments qui viennent parasiter notre concentration. Et c'est vraiment quelque chose, à un moment donné, où on permet d'avoir, si on a un objectif, de quand même s'y figer. Important également pour faciliter la production, c'est peut-être utiliser certaines techniques. On parle souvent de la technique Pomodoro, c'est une technique en 5 étapes. Effectivement, voilà, on a notre liste de travail, on va choisir la tâche à accomplir. On se donne un temps de travail, hop, on va travailler justement à 100%, après on fait une petite pause, on s'y remet. Donc ça va être un cycle qui va se répéter 5 fois de 25 minutes. Et après, une fois qu'on l'a réalisé 5 fois, on prend une pause un peu plus longue. L'idée, c'est qu'à un moment donné, ça permette vraiment d'avancer et de cadrer sa journée de travail. Ce qui est également important à peut-être avoir plus en tête à un moment donné quand on essaie justement de planifier sa journée de travail, c'est de se dire, tiens, mon fonctionnement, j'ai un rythme qui est quand même, voilà, on sait très bien qu'il y a des moments de la journée où je vais être plus en forme ou moins, ça va être finalement d'essayer de caler son planning en fonction de sa courbe chronobiologique. C'est-à-dire qu'on sait très bien que sur la phase de début de matinée, je vais avoir
un regain d'énergie. Donc, je vais commencer par les activités qui sont finalement énergisantes. À un moment donné, je vais arriver sur un pic, voilà, vers 10 heures. Du coup, là, je vais essayer de mettre à ce moment-là des activités cognitives peut-être un peu plus importantes, qui demandent beaucoup plus de concentration, voilà, Ensuite, ben, finalement, quand on arrive à un pic, il y a forcément une descente. Donc là, ben, ça va être peut-être avoir des tâches un peu plus courantes, classiques. En début d'après-midi, milieu d'après-midi, j'ai un second souffle qui apparaît finalement. Et là, on va remettre finalement des activités qui demandent de la concentration, de l'attention. Et après, en fin de journée, ben, plus des tâches qui demandent moins de concentration. Et bien sûr, une fois qu'on a fini sa journée, c'est vraiment avoir cette phase de récupération qui est également assez importante. Important également pour le salarié qui est en télétravail, c'est de garder le lien avec son collectif de travail. Comme je vous ai dit, le risque au télétravail, c'est un peu d'être isolé, de voilà, de pas savoir ce que font les autres, où en sont les autres dans leur activité. Donc, c'est essayer de mettre en place à un moment donné des points réguliers, en premier lieu avec son manager, mais également avec ses collègues. On peut très bien organiser et réutiliser certains espaces. Ça se fait notamment quand on est sur, comme je dis, en télétravail, il peut y avoir des personnes qui sont en multisite, c'est au niveau de l'espace qu'on travaille à distance. Et du coup, c'est vrai que de réutiliser ça, ça permet vraiment de garder un lien avec les différentes personnes que l'on ne voit jamais. Donc, c'est vraiment quelque chose d'assez important à mettre en place. Limiter l'utilisation des mails, privilégier les appels téléphoniques ou en visio. L'idée, c'est qu'effectivement, par des mails ou par certaines formes de communication, certains messages ne sont pas perçus de la même façon. Effectivement, le fait de voir la personne ou pas, ça peut modifier le message, la perception du message. Et là, quand on est un peu à distance, le risque, c'est qu'il y ait des incompréhensions qui peuvent finalement amener à un moment donné à des conflits. Donc, c'est vraiment quelque chose de très important au niveau de la communication. D'où l'importance peut-être de privilégier aussi la visio. Dans le cas de situation tendue, c'est là encore plus impressionnant quand on sait que, par exemple, on a eu un petit clash avec un collègue. C'est encore plus important finalement de privilégier les modes de communication qui laissent passer le maximum de messages non verbaux. C'est vrai que quand on parle de communication, il y a tout ce qui va être le message direct, donc verbal, et tout ce qui est les messages un peu indirects avec les non verbaux. C'est effectivement les mimiques du visage, la gestuelle des mains, le regard qui peuvent faire passer d'autres informations que le message qui est directement véhiculé. Important également d'adapter les moyens de communication appropriés au message délivré. Au niveau de l'entreprise, c'est vrai que c'est vraiment, on verra côté manager, mais de travailler sur finalement quels sont les outils que j'utilise et comment je les utilise. C'est-à-dire que le mail n'a pas le même objectif que finalement la messagerie instantanée. Donc ça, c'est vraiment important aussi à mettre en place. L'organisation du travail à distance du côté du manager. C'est vrai que quand on est manager, c'est différent. Enfin, la définition d'un manager, c'est une activité qui consiste à diriger, à animer, à conduire une ou plusieurs personnes afin de contribuer à la pérennité de l'entreprise et au développement de ses ressources. Quand on va travailler, quand on amène finalement cette notion de distance, ça va toujours être la même chose. Finalement, c'est une activité qui va consister à diriger, animer, conduire, mais finalement en utilisant des technologies audiovisuelles et numériques. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important quand on est manager d'intégrer finalement cette sensibilité-là aux outils que l'on va utiliser à un moment donné, qui peuvent être différents du coup. Effectivement, on n'a peut-être pas la petite pause café où du coup on demande de manière informelle où est-ce qu'on en est sur un dossier. Là, quand on va commencer à manager à distance, c'est des choses qu'il va falloir mettre en place, mais de manière différente. Donc au niveau de cette organisation pour le manager, il va y avoir plusieurs, à un moment donné, objectifs qu'il va devoir mettre en place. Ça va être déjà la clarification, donner beaucoup de sens au travail, d'objectifs, de missions. Comme on l'a vu, on peut vite aussi on peut être distrait par nos pensées, mais du coup, si on est clair sur nos tâches, nos objectifs, et qu'on a des objectifs, c'est-à-dire qu'à un moment donné, à la fin de la journée de télétravail, je dois avoir accompli ça, forcément, on va être beaucoup plus réceptif. Donc, du coup, pour le manager, ça va être vraiment à lui de donner vraiment les objectifs précis qu'il attend et les moyens pour y réaliser. Traiter et relayer l'information de façon dynamique, effectivement, il faut qu'il soit beaucoup plus présent de manière différente, effectivement, en communication. Définir les modes, les règles et les limites des usages. Comme je vous ai dit, parfois quand on est en télétravail, on va vouloir tendance à montrer que on travaille, du coup on va surcharger peut-être de mail le manager. Donc là, c'est vraiment bien rappelé qu'il y a des règles finalement à respecter par rapport aux outils. On peut très bien se dire ça doit passer par un appel téléphonique, ça par un mail ou autre. Maintenir vraiment la communication entre les collaborateurs et le manager.
ben voilà, sur les objectifs de travail qui sont attendus, les horaires, les consignes, les plages finalement où l'opérateur doit être disponible, les marges de manœuvre et les moyens qui sont alloués, le matériel, l'organisation des journées, les contraintes et difficultés rencontrées. Effectivement, quand on donne des objectifs, ben c'est bien de savoir s'ils ont été atteints ou pas, mais du coup aussi d'évaluer. Peut-être ça n'a pas été atteint, mais parce qu'au cours de la journée, il y a eu des aléas qui ont fait que ça n'a pas été possible. Du coup, ça va être redistribué, revoir comment on peut le refaire sur le collectif de travail. Travailler également sur les décisions prises par l'entreprise et les dirigeants. Quand on parle finalement de télétravail, c'est qu'il faut vraiment beaucoup de feedback à un moment donné qui doit être réalisé. Au niveau de l'organisation, ça va être vraiment de structurer et de formaliser les plans d'action et vérifier leur bonne compréhension. L'importance également de la régulation, partager vraiment des moments de convivialité, comme je le dis, à un moment donné, quand on est en entreprise en présentiel, ça se fait de façon naturellement, voilà, autour de la machine à café, où on dit, bah alors, t'en es où sur le dossier, les éléments comme ça. Là, on n'a plus ces espaces-là, donc il faut vraiment essayer de recréer différemment ces espaces. Donc effectivement, l'intérêt, c'est peut-être les mêmes pauses café, mais virtuelles. Traiter les divergences et les tensions au premier signal. Effectivement, à un moment donné, le manager doit vraiment être vigilant, effectivement, sur à un moment donné comme je vous ai dit tout à l'heure, les mails qui peuvent être mal perçus parce qu'il n'y a pas les signaux qui sont autour qui pourraient, pour la même information, pourraient être pris différemment. Donc, il doit vraiment veiller à voir s'il peut y avoir des tensions qui se créent au niveau du collectif qui peut être en télétravail et du coup, s'assurer de les traiter très rapidement. Parce que du coup, ça peut s'amplifier au fur et à mesure. Et du coup, créer des isolements encore plus forts puisqu'on est en télétravail. Important également, parce que comme on l'a vu, ça peut être des roulements, ça peut être au niveau des équipes de travail, du coup ne plus vraiment se croiser. C'est à un moment donné définir dans la semaine un jour où il n'y a pas de télétravail pour tout le monde, afin de pouvoir organiser des réunions de service ou que les personnes puissent échanger également entre elles. Au niveau de la formation, ça peut être tout bête, mais quand on met en place du télétravail, parfois il va y avoir des nouveaux outils, des nouveaux logiciels qui vont être mis en place. Et du coup, c'est accompagner les salariés finalement sur l'utilisation de ces nouveaux logiciels par du tutoriel, par des guides pratiques, par une hotline informatique à destination des salariés. Voilà, vous avez peut-être été en télétravail vous-même et du coup, peut-être qu'au niveau du management, vous n'aviez peut-être pas les mêmes outils pour créer des groupes ou des choses comme ça. Vous avez dû l'apprendre finalement pendant le confinement ou avant, si vous aviez déjà mis le télétravail. Donc, c'est vraiment des choses qui sont importantes à partager. D'où l'importance également d'organiser des partages de bonnes pratiques. C'est qu'effectivement, des personnes ont peut-être au niveau de vos collaborateurs mis en place des éléments qui sont très pertinents en termes de suivi d'activité et qui est important peut-être de partager au niveau du collectif de travail. Vérifier l'intérêt des outils, penser à leur usage pour choisir le plus adapté. C'est vraiment aussi quelque chose de plus important. Voilà, là par exemple, on utilise Teams pour faire la visio, mais il existe beaucoup de logiciels. Alors il y en a encore de plus en plus maintenant, mais c'est vraiment voir lequel correspond le mieux au travail qui est réalisé, à l'activité, lequel est peut-être le plus intuitif pour les différents salariés. Donc c'est bien vraiment d'avoir leur retour également sur finalement quelles sont leurs difficultés ou quelles sont les facilités qu'ils peuvent avoir avec tel ou tel logiciel. Ensuite, il va y avoir tout l'aspect finalement supervision, superviser de façon circonstanciée et objective. C'est encore plus important quand on est en termes de télétravail. Définir collectivement les médias, les supports de reporting. Important finalement que quand on va mettre des choses en place pour voir les objectifs, les atteintes, comment on les rend, que finalement ces outils ils aient été créés ou choisis de façon collective pour que chacun puisse s'y retrouver et s'y référer. Faire des points réguliers sur la charge de travail en fonction des objectifs. Comme je l'ai dit, la difficulté du télétravail, c'est souvent qu'on est isolé. On peut ne pas facilement dire les choses que l'on pourrait dire plus facilement en présentiel. Donc, à un moment donné, c'est vraiment évaluer ça pour voir si on peut pas le répartir différemment sur le collectif du travail ou est-ce qu'il manque quelque chose qui permettrait d'atteindre vraiment ces objectifs. Mais vraiment avoir une vigilance encore plus forte lorsque l'on commence à mettre le télétravail en place. Après, au niveau du management, effectivement, comme c'est une autre vision, une autre approche du télétravail, logiquement, ça va être sur le volontariat, mais ça va être aussi, au niveau du management différent, ça va être par objectif, la nécessité de faire confiance et surtout que les gens soient aussi autonomes à un moment donné de ce type d'activité. Donc, on va être plus sur finalement une supervision hélicoptère, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, tout roule, donc je surveille juste en hauteur. Et à un moment donné, quand je commence à avoir des difficultés, comme je disais tout à l'heure, par exemple des conflits naissants,
ben, hop, je vais aller zoomer sur ce problématique-là et travailler. Et tant que ça roule, l'idée, c'est vraiment d'autonomiser les travailleurs quand ils sont en télétravail. Ensuite, on va passer à l'évaluation. Vraiment important de faire des feedbacks régulièrement, dès que possible, sur l'avancée des projets ou les éléments comme ça. Faire des retours positifs et pas que individuels, d'où l'importance parfois de faire des réunions, même si on est à distance, collectivement, pour vraiment faire passer les messages collectivement, que chacun entende la même chose sur les différents espaces. Donc effectivement, quand on a par exemple une équipe entière qui est en télétravail, ça peut être en début de matinée, faire une réunion courte, mais qui précise les objectifs du collectif et de chacun un peu, pour que chacun puisse voir le travail des autres. Comme je dis, ça va être vraiment recréer des liens, des espaces qu'on avait en présentiel et qu'on n'a peut-être pas forcément quand on souhaite mettre le télétravail en place. L'importance également d'accompagner, c'est-à-dire quand on est manager, se déclarer et se rendre disponible pour traiter toutes les situations particulières, offrir une présence et une écoute bienveillante pour le collaborateur, ne pas se sentir obligé d'apporter aussi une solution dans l'ici maintenant. C'est vrai que dans le télétravail, on peut être sollicité pour une problématique. Il faut aussi prendre le temps de la réflexion pour voir quels impacts ça peut avoir sur le collectif, les répercussions. Donc vraiment avoir cette prise de recul et créer des temps d'échange. Alors, je vais commencer à un peu le dire aussi sur l'évaluation, favoriser le collectif, mais c'est vraiment avoir des temps d'échange qui soient individuels, mais également collectifs. Important du coup, parce qu'aussi, là, je parle des managers plutôt de proximité, et du coup, d'accompagner finalement au niveau de l'entreprise, que l'entreprise accompagne ses managers de proximité qui n'avaient peut-être pas l'habitude du télétravail. Du coup, c'est vraiment quand même une autre forme de management qui se met en place. Et du coup, cette population-là doit aussi être suivie, soutenue et accompagnée par son entreprise. Ce qu'on va vous envoyer également, en plus du support à la suite de ce webinaire, c'est finalement une petite fiche qui va récapituler un peu tout ce que je vous ai dit dans cette présentation, avec effectivement une partie ce qu'on va appeler un peu plus physique, avec effectivement l'espace de travail, le mobilier, le matériel informatique. Et on va retrouver également l'organisation que l'on vient d'évoquer un peu, d'autres risques qui peuvent être émergents. Et finalement, l'idée, c'est de coter pour chaque finalement travailleur où est-ce qu'il se sent. Est-ce que pour lui, c'est plutôt bien? Est-ce qu'on est plutôt pas bien? Pour pouvoir justement, à un moment donné, évaluer, parce que faut pas oublier que lorsqu'on met en place le télétravail, le travail à distance, c'est quand même aussi une responsabilité pour l'employeur. Il a cette obligation d'assurer la sécurité physique et mentale de ses salariés. Et c'est aussi bien quand il est en présentiel, mais du coup également quand ils sont en télétravail. Du coup, il ne faut pas négliger cet aspect-là. Et logiquement, par exemple, le télétravail doit être intégré dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Mais finalement, comment on essaye d'évaluer finalement ce risque télétravail? Ça peut être par le biais d'une petite fiche comme ça, une petite audit. De se dire finalement j'arrive à savoir si mes salariés se sentent plutôt bien en télétravail. De toute façon, le télétravail, comme je l'ai dit, c'est cadré, logiquement c'est sur la base du volontariat, mais c'est également réversible, peut être arrêté à tout moment de la part de l'employeur, mais également du salarié. Mais bon, c'est quand même bien de pouvoir à un moment donné se dire oui, je mets en place mon télétravail, et oui, mes collaborateurs ont les éléments nécessaires pour travailler dans les bonnes conditions de travail. Donc vraiment, pour synthétiser finalement un peu tout ce qu'on a pu voir, il y a vraiment un peu la partie personne, c'est-à-dire effectivement, il faut une nécessité de maîtriser les technologies de l'information et de la communication. Comme on a pu le voir, c'est un peu la définition du télétravail à distance. Être rigoureux et avoir une capacité d'organisation, faire preuve de sociabilité et d'aller vers les autres, même quand on est éloigné finalement. Donc ça demande quand même aussi ce goût-là pour la personne. Faire preuve d'autodiscipline, il faut réussir à se donner un cadre et s'y appliquer. D'être en capacité de s'affirmer, de faire preuve d'autonomie, de pouvoir travailler seul finalement dans son activité. C'est vrai que c'est pas tous les postes non plus qui peuvent être mis en télétravail, donc c'est important à un moment donné aussi d'avoir ces critères-là. Au niveau de l'organisation, c'est vraiment important de clarifier, de prioriser les missions, de créer des espaces d'échange, d'outiller finalement le salarié, c'est de quoi il a besoin, que ce soit en termes de matériel, mais également de logiciel. D'apporter cet accompagnement et ce suivi, et vraiment de faire le partage d'informations en termes de reconnaissance, de feedback nécessaire pour pouvoir travailler correctement.